Alors voilà, chère Alice et Thomas, l'Italie et Rome, que vous allez revoir, ont une histoire très ancienne et absolument étonnante. Alors il vaut mieux ne pas demander à Astérix et Obélix comment sont les Romains. Leurs histoires sont évidemment très drôles, mais ils ne sont pas très sérieux dans leur description de Rome et des Romains. Une meilleure façon de bien comprendre à quel point les Romains étaient géniaux et étaient des bâtisseurs extraordinaires, c'est de regarder les 3 vidéos produites par Bompa. Ces vidéos sont basées sur une longue vidéo appelée les secrets des Romains qu'on peut retrouver sur YouTube. Thomas apprend le latin. Quand on parle du roi Louis XIV, le 14 s'écrit en chiffres romains avec un X, un I et un V. Vous entendez des expressions en latin comme grosso modo, in extremis ou ad vitam aeternam. On emploie souvent des mots latins comme agenda, vidéo, maximum, etc. La partie nord de la Belgique parle le néerlandais et la partie sud le français, tout simplement parce que les légions romaines, donc les troupes militaires romaines, se sont arrêtées au milieu de notre territoire et progresser plus au nord, c'est-à-dire dans la région flamande, était à l'époque peu intéressante parce que cette région constituée de marécages peu peuplés. Le français, l'espagnol, le portugais, le roumain, l'italien sont toutes des langues qui sont dérivées du latin, tous ces pays ayant été occupés par les Romains pendant très longtemps. Lorsque vous êtes dans le Colisée ou que vous examinez la colonne de Trajan à Rome, ou si vous admirez l'immense aqueduc près de Nîmes en France, vous comprenez que les constructions des Romains étaient solides et bien faites, tenant toujours debout 2000 ans plus tard. Les Romains influencent donc toujours qui nous sommes. Alors les sujets des 3 vidéos sont, pour la première, les ponts, les routes et les aqueducs. Les aqueducs sont en fait des constructions qui permettent le transport de l'eau d'un côté à l'autre d'une vallée. La 2e vidéo concerne le Colisée et tous les spectacles qu'on y organisait. Et la 3e vidéo concerne le forum de Trajan, Trajan étant un des empereurs romains et le forum voulant dire le grand marché où se rassemblait toute la population presque tous les jours. Et d'autre part, cette 3e vidéo traitera et décrira le mur d'Adrien, une extraordinaire construction faite par les Romains d'un côté à l'autre du nord de l'Angleterre. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explora. Les Romains, vous connaissez tous cette civilisation brillante qui a dominé le monde il y a 2000 ans. Mais ce que nous allons découvrir ce soir, c'est que si les Romains sont parvenus à cette puissance, c'est avant tout grâce à d'extraordinaires avancées techniques. Ponts, routes, aqueducs, amphithéâtres, palais, les Romains ont innové dans tous les domaines. C'est ainsi, et avec à leur tête des généraux, des politiciens ambitieux, qu'ils ont réussi à dominer 3 continents. Pour la première fois, à l'aide de reconstitutions exceptionnelles en images de synthèse, nous allons vous raconter l'histoire de ces innovations et celle des hommes qui les ont permises.
Nous verrons aussi comment les Romains ont apporté leur civilisation et leur technique en Gaule, c'est-à-dire chez nous, et comment ils ont petit à petit fait de notre territoire une partie intégrante de l'Empire romain. Nous verrons bien sûr pourquoi et comment ils ont construit ce célèbre pont du Gard, qui est en fait le vestige d'une canalisation qui a mené l'eau courante jusqu'à la ville de Nîmes, une des plus grandes villes de l'époque. Mais il est temps de commencer notre voyage dans le monde romain avec quelqu'un que vous connaissez tous, Jules César. Jules César, qui restera aussi dans l'histoire pour un incroyable chef-d'œuvre de hardiesse et de technique, un pont jeté en quelques semaines sur un des plus grands fleuves d'Europe. Bel exemple du savoir-faire des ingénieurs romains. Regardez. Il faut remonter quelques décennies en arrière pour comprendre Jules César. C'est alors un général ambitieux qui a déjà tout planifié. Il sait que la route qui le mènera au pouvoir suprême commence bien loin de la capitale, sur les champs de bataille. Sa soif de conquête militaire va engendrer la construction d'un des exploits techniques les plus intimidants de Rome. 55 avant Jésus-Christ. Jules César mène 8 légions romaines, 40 000 hommes au total, qui marchent en cadence vers le nord de la Gaule. Une région qui englobe la France, la Belgique et la Suisse actuelle. Il veut aller en Germania, en Allemagne, et traverser le Rhin, car aucun commandant romain ne l'a fait auparavant. Il veut être un conquérant aussi puissant qu'Alexandre le Grand et aller en terre inconnue. Le Rhin est à l'époque la frontière du monde connu. Pendant des siècles, il a protégé les tribus germaniques de l'expansion romaine. Aucune armée n'a réussi à le traverser, car aucune technologie ne le permet. Mais César n'est pas un guerrier comme les autres. Aucun obstacle ne peut se mettre en travers de sa route. Il aurait pu y aller en bateau, mais c'était ridicule d'y aller à la rame. On peut mettre 8 légions sur des bateaux, mais ce n'était pas assez glorieux pour Jules César. Il fallait qu'il traverse à cheval. D'un point de vue technique, les difficultés pour construire un tel pont sont énormes, à cause de la force du courant et de la profondeur de la rivière. Vous ajoutez le temps record auquel il a fallu le construire, à cause de la stratégie militaire, vous vous rendez compte que c'est un exploit. Le pont doit être aussi long que 3 terrains de foot et doit pouvoir soutenir le poids de 40 000 soldats. Malgré la largeur du Rhin, sa profondeur et ses courants d'une violence inouïe, Jules César est déterminé à réussir. Traverser une rivière de cette taille avec un pont est une mise en scène qui plaît beaucoup au public romain. Mais bien sûr, ceux qui vont être les plus impressionnés sont ceux qui sont de l'autre côté de la rivière. Ils vont être abasourdis lorsqu'ils vont découvrir ce spectacle. Avec la vitesse et l'efficacité d'une machine bien rodée, les soldats de César se mettent à construire un pont avec le bois des alentours. Heure après heure, minute après minute, un véritable miracle d'ingénierie les rapproche de l'autre rive, jusque-là inatteignable. C'est comme si, de nos jours, on voyait atterrir un vaisseau spatial, de la taille, disons, de la moitié de Manhattan, capable, grâce à un dispositif magnétique, de soulever des immeubles. Ce serait effrayant pour nous, quelque chose que nous ne serions pas capables de comprendre du tout. À la base du pont, une série de piliers en bois plantés dans le fond du fleuve. Chacun fait 50 cm d'épaisseur. Vers le milieu du pont, il mesure plus de 10 mètres de hauteur pour pouvoir s'enfoncer dans le lit du fleuve tout en dépassant de l'eau. Et pour assurer la stabilité du pont, regardez bien, ils sont enfoncés inclinés dans le sens du courant. Planter les piliers avec un certain angle avant de les relier, c'est en gros ce que font les charpentiers quand ils construisent un chevalet. Les pieds sont inclinés, c'est ce qui leur donne la solidité suffisante pour en faire un support de travail stable. L'inclinaison offre une plus grande résistance face à la force de l'eau et de ses courants. Mais il est beaucoup plus difficile de les planter inclinés dans le lit du fleuve plutôt que de les enfoncer à la verticale. Donc ils devaient travailler très minutieusement avec des charpentes en bois pour pouvoir les ancrer solidement au fond du fleuve. En amont, les piliers sont penchés dans la direction du courant. 12 mètres en aval, à l'inverse, les piliers sont penchés à contre-courant.
Chaque groupe de piliers est relié aux autres par une longue poutre de 60 cm de large. Par-dessus sont couchées de longues planches de bois, le tout solidifié par des branches bien serrées. La conception même du pont est novatrice. Mais le plus éblouissant est la vitesse à laquelle le pont fut construit. 10 jours seulement après avoir ordonné sa construction, César marche sur son pont et vers son destin. Si on essayait de faire ça aujourd'hui, on ne serait jamais capable de construire une chose pareille, en si peu de jours, avec ce genre de technologie. César estime que les forces armées germaines comptent environ 430 000 hommes, soit 10 fois plus que sa propre armée. Mais quand les Germains voient les légions romaines traverser le Rhin, ils se sauvent et vont se réfugier sur les hauteurs. Pendant les 18 jours qui suivent, César est donc libre de découvrir les territoires qui se trouvent au nord du Rhin et ne rencontre aucune résistance. Puis, il franchit son pont en sens inverse et le détruit. C'était symbolique. Cela voulait dire Rome peut aller n'importe où. Rien ne peut arrêter Rome. Et plus extraordinaire encore, cela voulait dire Jules César peut aller où il veut. Jules César part à la conquête de la Gaule. Le pays des Gaulois, vous l'avez entendu, couvre les territoires actuels de la France, de la Suisse et de la Belgique. Alors, si les occupants de la France étaient appelés Gaulois, la Suisse s'appelait Helvétie et notre pays la Gaule-Belgique. Une description très détaillée de la guerre d'invasion fut écrite par les historiens romains dans 8 livres intitulés Commentarii de Bello Gallico, c'est-à-dire en français commentaires sur la guerre gauloise. Ces livres sont encore toujours une lecture obligatoire dans beaucoup d'écoles où on enseigne le latin. Très bien. Mais un paragraphe dans cette longue histoire nous intéresse particulièrement car il est dit « Aurum omnium fortissimi sunt belgae », ce qui veut dire « de tous ces Gaulois, les plus braves ou les plus courageux étaient les Belges. » Le sud de la Belgique était peuplé par plusieurs tribus, dont celle des Éburons. Le chef des Éburons, Ambiorix, entraîne la 14e légion romaine dans un piège dans une profonde vallée. Les guerriers d'Ambiorix attaquent les soldats romains des 2 côtés de la vallée et les massacrent. C'est la plus importante défaite subie par les Romains à l'occasion de la guerre des Gaules. Les légions de César mettront encore des années à se battre contre les tribus belges, menées par Ambiorix qui, lui, ne sera jamais capturé. Siècle avant Jésus-Christ, Rome contrôle la majorité de l'Italie centrale. Ses ingénieurs développent alors un réseau qui permettra de relier l'ensemble de ce territoire en pleine expansion. Dans l'Antiquité, il y avait 2 façons de voyager. On pouvait passer par les campagnes, à cheval, ou le plus souvent à pied, voire en charrette. Ou bien, on pouvait voyager en bateau. Les routes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas avant l'Empire romain. Mais cela change en 312 avant Jésus-Christ, quand la Via Appia est construite. C'est la première autoroute de l'histoire. Elle s'étend sur plus de 200 km et relie Rome et la province de Campanie au sud du monde romain. Afin de créer la route la plus droite et la plus rapide sur cet itinéraire, les ingénieurs romains ont utilisé un instrument de mesure d'un nouveau genre.
Les Romains utilisaient un outil appelé groma. C'était une perche verticale plantée dans le sol, surmontée d'un croisillon. Ce croisillon permettait de se repérer et d'aligner deux points pour créer une ligne droite. Le problème, c'est qu'à la différence d'aujourd'hui, les Romains d'hier ne connaissaient pas de technique pour tracer les angles. Les routes ne pouvaient donc qu'être droites. C'est un problème, car la nature n'est pas droite, et à un moment on va croiser des collines et des vallées que l'on devra traverser. Les Romains adoptaient donc une solution radicale, éliminer l'obstacle, creuser la roche et toujours aller en ligne droite. Une fois le chemin tracé, une large fosse est creusée, puis remplie de sable et de cailloux pour constituer une base solide. Ensuite, on y ajoute une couche de gravier et on tasse le tout avec de l'argile ou du mortier. Le dessus de la route est pavé. Il est recouvert d'épaisses pierres inclinées de façon à ce que l'eau de pluie puisse s'écouler sur les côtés. Pour la première fois, des routes pavées stables sont créées. Un pavement qui pouvait résister à l'épreuve du temps. Ces pavés étaient capables de supporter les allées et venues des charrettes comme de toute une armée. Les routes étaient extrêmement dissuasives. On y réfléchissait à deux fois avant d'aller leur chercher des noises. Car 10 000 hommes pouvaient se retrouver chez l'ennemi en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Lorsque Jules César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ, Rome contrôle presque toute l'Europe de l'Ouest et la quasi-totalité de l'Afrique du Nord. Elle a vaincu Carthage un siècle plus tôt et elle est ainsi devenue le pouvoir dominant en Méditerranée. C'est le petit-neveu de César qui lui succède, Octavien. Il est rebaptisé Auguste et couronné empereur de Rome. Sous le règne d'Auguste, le réseau routier s'agrandit encore et permet désormais d'atteindre les coins les plus reculés de l'Empire. Ces autoroutes pavées ouvrent la voie à de nouvelles conquêtes. Le latin est une très belle langue, même si Thomas n'est pas d'accord. Elle est plus simple et mieux faite que les langues actuelles comme le français, l'anglais, le néerlandais ou l'allemand. Les Romains emploient peu de mots pour s'exprimer. Voyons d'abord le salut des gladiateurs à l'empereur, avant le début des combats. Morituri te salutant. 3 mots. En français, cela donne « Ceux qui vont mourir te saluent ». 6 mots, 2 fois plus. C'est donc le français qui est compliqué, pas le latin. Dans un autre exemple de concision, la concision, c'est la capacité de s'exprimer en peu de mots. Jules César décrit dans une lettre sa victoire sur l'armée turque de cette façon. Veni, vidi, vici. 3 mots pour dire qu'il est venu, il a vu et il a vaincu. Donc vous appréciez la concision des Romains. Dans quelques années, lorsque vous parlerez couramment le latin tous les deux, vous vous rendrez compte que des masses de mots français viennent du latin. Rien qu'en prenant les mots français qui commencent par un P, il y en a 2200 qui viennent directement du latin. Quelques exemples. Pacifique vient de pax ou pachis, qui signifie la paix. Une page, cela vient du mot latin pagina, qui signifie une feuille de papyrus. Un palais vient du mot latin palatium, du palais d'Auguste, qui a été construit sur le mont Palatin. Alors un papillon, par exemple, ça vient de papilio, qui veut dire papillon.
pédale, une pédale, eh bien ça vient de pédalis, qui signifie le pied, ou l'adjectif du pied. Une peinture, en latin, ce serait pictura, qui signifie un ouvrage peint. Et une piscine vient du mot piscis, qui signifie poisson, parce que un bassin de poissons était devenu une piscine. Nous pourrions continuer comme ça pendant des heures, parcourir les 2200 lettres, les 2200 mots français qui commencent par un P, et puis explorer toutes les autres lettres de l'alphabet, mais ça nous prendrait énormément de temps. Il vous sera toujours utile de savoir que corona signifie couronne, et virus signifie poison. Et donc le coronavirus est un poison qui a une forme de couronne. Beaucoup de prénoms viennent du latin, tels que Marcus, Julius, Sylvia, Regina, etc. Et Martin, le nom Martin, vient du latin Martinus. Martinus, qui signifie celui qui vient de la planète Mars. Votre papa est donc une sorte de martien. Et finalement, ceci est encourageant, René vient du latin renatus, celui qui est né une nouvelle fois. Mais c'est un autre ouvrage qui va modifier en profondeur la vie quotidienne des habitants de l'Empire romain. Cette innovation, c'est bien sûr l'aqueduc. Alors un aqueduc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une canalisation qui permet d'amener, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'eau depuis une source jusqu'à une ville. Et quand cette canalisation doit passer par une vallée, on construit un pont pour la supporter. C'est le cas du pont du Gard, qui n'est en fait que le support d'une canalisation que l'on voit tout là-haut, qui passe et qui permettait d'amener l'eau depuis une fontaine située près d'Uzès, à quelques kilomètres d'ici, jusqu'à la grande ville romaine de Nîmes. D'ailleurs, cette canalisation, je vous emmène la découvrir. Suivez-moi. Et voilà, je suis tout en haut du pont dans la canalisation. C'est donc là que pendant plus de 500 ans a coulé l'eau depuis la fontaine près d'Uzès jusqu'à la ville de Nîmes. Et alors que tout l'édifice est en pierre, voici ici le fameux béton romain qui permettait d'imperméabiliser l'intérieur de la canalisation. Vous le voyez, 2000 ans plus tard, il est là, toujours en place, toujours aussi solide, quasi indestructible. Clémentine, bonjour. Bonjour Mac. Vous êtes journaliste et historienne. Alors on va voir dans un instant que les Romains ont déployé beaucoup d'efforts pour amener l'eau au centre des villes. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que les Romains sont des gens propres? Ah, non seulement on peut le dire, mais un bon Romain est un Romain propre. La toilette quotidienne à Rome, c'est essentiel. Très tôt, les bains publics seront gratuits, puis ils vont proliférer. Il y en aura jusqu'à 900 établissements liés au terme et à la propreté à Rome. Alors là, si on n'est pas propre à Rome, on ne l'est nulle part. Alors, je comprends bien qu'il y a des bains publics partout, les thermes, que les Romains s'y rendent très régulièrement, dans toutes les villes d'ailleurs de l'Empire. Mais pour autant, les Romains se baignent, mais ils ne connaissent pas le savon. Alors comment est-ce qu'ils peuvent se laver? Oui, c'est exact, pas de savon chez les Romains. Mais vous savez bien comment fonctionnent des thermes, Marc. Il y a les bains chauds, les bains froids. Alors la vapeur va décoller la crasse. Alors une fois que la crasse est bien décollée, on prend un petit objet en bois qui ressemble un peu à un coupe-papier qu'on appelle un strigile et on se racle la crasse. Voilà, donc on ne se débarbouille pas, on se racle. Au début du 1er siècle après Jésus-Christ, Rome est le pouvoir dominant en Europe. Alors que les Romains agrandissent leur territoire, ils utilisent également leurs connaissances techniques pour améliorer la qualité de la vie quotidienne.
De toutes les innovations, celle qui va vraiment tout changer est l'eau courante. Quand Rome a développé un système qui a permis l'eau courante, ce fut un véritable bond en avant. Rien d'équivalent n'existait. Dans la capitale, pas moins de 11 aqueducs assurent l'approvisionnement de Rome en eau. Ces aqueducs distribuent 150 millions de litres d'eau par jour. Imaginez, c'est le tiers de ce que consomme aujourd'hui une ville comme Paris. Toute cette eau parcourt des centaines de kilomètres avant d'arriver aux fontaines de Rome. Les aqueducs ont vraiment révolutionné la vie quotidienne des Romains. Pas seulement le bien-être, les jardins et les villas des riches ou les palais des empereurs. Non, tout le monde en profitait. Énormément d'eau était disponible à Rome. Et cela desservait une population énorme. Les aqueducs vont jouer un rôle essentiel. Grâce à eux, c'est tout simplement une nouvelle façon de vivre qui apparaît. Toute cette eau permet à 1 million de personnes de vivre en étant propres. Ils ont soudain accès à un confort jusque-là inconnu. C'est l'eau des aqueducs qui permet aussi de nettoyer les déchets et de garder la ville propre. Voilà aussi pourquoi les Romains pensent qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils sont plus propres que les autres. Cette invention géniale ne peut pas être attribuée à un seul empereur. Il aura fallu des siècles pour mettre au point ce miracle technologique. Cependant, celui qui va permettre à cette invention révolutionnaire de faire un pas de géant est un empereur que rien ne prédisposait pourtant à la gloire. Pendant le règne de Claude, l'Empire progresse de façon surprenante. Ses légions réalisent un exploit que même Jules César n'est pas parvenu à réaliser, la conquête de la Grande-Bretagne. Puis à son retour, il fait construire 2 aqueducs majeurs, l'Aqua Claudia et l'Aqua Agno Novus, qui accroissent considérablement la quantité d'eau se déversant dans la ville. En théorie, les aqueducs ne sont pas compliqués. En fait, l'eau se dirige toujours vers le point le plus bas. Du coup, elle va s'écouler le long d'une pente. Donc c'est un concept assez simple, que n'importe qui peut comprendre. Mais construire un aqueduc, ça c'est une autre affaire. Regardez comment les Romains construisent leurs aqueducs. Plus on se rapproche de la ville, plus la pente est abrupte. La pente s'accentuait de quelques centimètres tous les 30 mètres. Il fallait calculer l'angle des pentes à de grandes distances, 30, 50, parfois 60 km. Sur tout le trajet, des sources d'eau en montagne jusqu'à la ville. Il fallait être précis. Et n'oublions pas que la trajectoire devait toujours être la plus droite possible. Pour que le cheminement de l'eau soit parfait, même au travers des montagnes les plus hautes, les ingénieurs romains creusent des tunnels à l'inclinaison méticuleusement calculée. S'il y a des vallées, ils construisent des murs de pierre pour surélever les conduits. Quand ce mur mesure plus de 2 mètres, les Romains utilisent alors une technologie qui leur vient des anciens, l'arc. Une façon intelligente d'économiser les matériaux. L'arc a révolutionné l'architecture des anciens, car il a permis de voir les choses en plus grand. En fait, cela a tout changé. L'arc a permis de maîtriser l'espace. Regardez comment les arcs romains sont construits. Une structure démontable en bois permet de soutenir chaque pierre jusqu'à ce que la clé de voûte soit en place au centre. Cette clé de voûte répartit le poids de manière homogène de chaque côté de l'arc. Les ouvriers peuvent ensuite empiler les pierres sur l'ouvrage. L'arc est bien plus efficace qu'un mur, pour plusieurs raisons. Il est d'abord plus stable, il est plus solide. Il nécessite bien sûr beaucoup moins de matériaux qu'un mur pour sa construction. Et puis les arcs permettent tout un tas d'utilisations, que ce soit pour un toit, un aqueduc ou tout ce qui a besoin d'être soutenu. Une canalisation en pierre de 10 km de long, reposant sur des arcs guides, permet à l'eau de l'Aqua Claudia de traverser une plaine avant son arrivée à Rome. Les aqueducs avaient un toit, mais bien sûr, si on l'enlevait, l'eau ressemblait à une rivière se déversant dans la ville. Une fois l'eau arrivée dans la ville, chaque aqueduc s'écoule dans 3 réservoirs. Un pour les fontaines publiques d'eau potable, un deuxième pour les bains publics, et un troisième réservé à l'empereur et aux riches romains qui paient pour avoir leur propre eau courante, un concept très en avance sur son temps.
En gros, dès le début du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ, tout le monde, peu importe ses moyens, profitait de l'eau courante. C'était vraiment incroyable. Et ce ne sera plus du tout le cas par la suite, au Moyen Âge, et bien après. Avec la construction de l'Aqua Claudia et de l'Aqua Agno Novus, l'empereur Claude a totalement renouvelé le système de distribution d'eau de Rome. Voilà. Cher Thomas, chère Alice, c'était donc l'épisode numéro 1 de Pompa sur Rome et les Romains. Le prochain épisode concerne le Colisée, cet énorme stade et amphithéâtre que vous pourrez encore toujours voir à Rome. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.